Nous sommes de retour à notre magazine de télévision, Madame, Messieurs, encore une fois, grand bonjour. Si vous nous suivez à partir du continent africain ou encore européen, je vous dis bonjour depuis Montréal. L'émission Ça va causer. Nous mettons l'accent évidemment sur tout ce qui se passe en Amérique, mais on parle surtout aussi du côté de l'Afrique, mais on parle aussi des grands auteurs. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un honneur, Madame, Messieurs, un grand honneur que de recevoir Raymond Desmarteaux. Qui est Raymond Desmarteaux? Bonjour, Monsieur Desmarteaux, comment ça va? Mbote Henri, tout va très bien. Et vous, mon cher? Là, il m'attaque. Oui, Oh, Mbote. totalement. Oh, Mbote, il ça faut veut bien dire mettre un peu de bonjour. lingala quand même là-dedans, non? Raymond Desmarteaux, sincèrement, merci tout d'abord de nous accorder cette opportunité de vous parler, en fait, au niveau de la télévision. Avant même que j'aille plus loin, avant de vous présenter, on va aller direct, droit au but. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On a un roman qui vient tout juste de sortir, qui vient de paraître, qui est disponible, bien sûr, en format électronique, ce qu'on appelle Oui, publication E ou EPUB, et en format papier. C'est tout neuf, là, il y a quelques semaines seulement qui vient de sortir, qui oui, s'intitule, qui se nomme Symphonie Symphonia. oui. Et qui met l'exergue sur... En fait, tout se passe dans un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique qui doit travailler comme un pour être magistral. Quand arrivent des tensions, des dissonances, des déchirures là-dedans, c'est là qu'on se retrouve à des axes très difficiles de tension. Quand on fait, quand on joue avec la très grande musique, avec l'émotion poussée à l'extrême, tout- toutes les émotions humaines sont accentuées quand on travaille justement dans l'extrême. Alors on a affaire avec, parce qu'il y a plusieurs sentiers, plusieurs pistes là-dedans, avec une violoniste virtuose qui joue avec un instrument magistral, mais qui se retrouve confrontée à un problème de avec ses doigts, avec une main tendinite qui l'empêche de continuer à jouer. Ça sera très dur pour elle. On a un chef d'orchestre qui est devenu dictateur. Pourquoi? Ben, il dit, je suis devenu ce que je détestais à 20 ans à cause d'une très, très grande peine d'amour qui n'arrive pas à sublimer. On a c'est un orchestre qui est fictif, hein? Donc, ce n'est pas un orchestre, un ensemble à but non lucratif, là. Il y a des subventions qui viennent des gouvernements, mais c'est un orchestre qui roule avec beaucoup de revenus, beaucoup de prestance, beaucoup de reconnaissance mondiale. Tout ça est une fiction, bien sûr. C'est la beauté de la chose. Là, on va dire que, comme disaient les enfants, et là, le monde se crée, le monde s'amuse. Alors, il y a plusieurs déchirures qui se présentent et tout se règle à la fin. Le sous-titre, c'est quand les mots, M-O-T-S, résistent aux mots, M-A-U-X, même le silence redevient musique. Et dans un monde d'orchestre, de cet orchestre-là, le silence est le générateur de la résolution du problème. Raymond Desmarteaux, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui Qu'est-ce se qui passe m'anime? dans votre cerveau? Je suis très impressionné. J'aimais pas les mathématiques, moi, quand j'étais jeune, parce que pour moi, les équations et consorts, là, c'était absolument... Pourtant, c'est simple, paraît-il. Lorsque je vous écoute, c'est comme si j'ai l'impression de... Vous me faites faire un exercice d'équation intellectuelle, comme mon cerveau tournant à gauche et à droite. Pourtant, j'adore la musique. Où OK. voulez-vous en venir? Où voulez-vous en venir, précisément, par rapport à cette J'aime. fiction? Ben, moi, je suis un saltimbanque. Je suis un animateur. J'aime Oui. raconter. Quand on raconte bien, je suis totalement pris. Je suis un très mauvais critique en ce sens. Mais je suis un créateur, je suis un conteur. Ma carrière a commencé comme je disais à l'époque, dans le précambrien de ma vie, Justement, comme auteur. justement, je vais vous interrompre. Je vous interromps parce que là, c'est la partie que je gardais, là. Oh, oh, s'il vous Ah, OK, plaît. Mais c'était la meilleure, OK. celle que je gardais. Qui est Raymond Desmarteaux? Parce que je devais commencer par là. Mais d'abord, il fallait qu'on parle du sujet. Maintenant, Du on va bouquin, ouais. revenir sur, parce que vous parlez de votre carrière. Qui est au juste Raymond Desmarteaux? Je vous interdis de répondre. C'est moi qui réponds avant. Et là, je vous laisserai OK. parler après.
Oui, Pour Henri, moi, allez-y. je disais que pour moi, c'est un honneur absolument extraordinaire que de vous recevoir parce que pour moi, Monsieur Raymond Desmarteaux, là, je me permets de vous appeler Monsieur Raymond Desmarteaux, vous êtes mon coach. C'est vous, vous qui m'avez formé à Radio-Canada International. Rappelez-vous, Ouais. on arrivait là, une bande de petits Africains, même si on avait nos diplômes universitaires et autres, mais il fallait faire des topos de 1 minute 30, 1 minute 50, et on était là, faire des émissions en direct, alors que tout est chronométré et qu'on sort. Et vous, vous étiez là avec ce calme absolument extraordinaire, avec l'expérience absolument incroyable d'un animateur, vraiment, alors qui a cette force, qui a ce talent, qui sait s'exprimer. On était tous là, gaga. Et vous, Oh, vous nous avez calmés. Non, sincèrement, vous nous avez calmés. Vous, personnellement, je vous dis merci parce que ça me permettait d'apprendre le vrai métier de journaliste, comment réaliser des topos, comment travailler dans ce qui est stress et comment faire des émissions. Vous. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous recevoir. Je n'avais pas le choix que d'en parler. Maintenant, je me tais. Qui est Raymond Desmarteaux au juste? Henri, vous me touchez beaucoup. Merci. C'est très touchant. Moi, j'ai commencé comme auteur, compositeur, interprète. Ma carrière a commencé en chanson. J'ai fait 15 ans de chansons, j'ai fait 2 disques à l'époque où le CD n'existait pas encore. En parallèle à ça, j'avais certaines accointances avec la radio et c'est là que ça a commencé aussi, fin des années 70. Et j'ai fait quand même une quarantaine d'années de radio. En cours de route, je me suis aperçu que ce métier-là pouvait me permettre de voyager, mais de voyager intérieurement et de voyager aussi avec des gens. Donc, je n'ai pas, je ne suis pas resté à la même place tout le temps. J'ai travaillé au Canada comme animateur de matin à Vancouver et à Toronto. J'ai été en Allemagne où j'ai dirigé un réseau radio-télé pour les forces canadiennes. Pendant 4 ans, j'ai été à Radio-Canada International euh, pour la suite des choses en direct avec l'Europe et l'Afrique pendant tellement d'années, c'était magnifique. J'ai pu faire des choses comme rentrer, par exemple, en Russie à bord d'un navire canadien de la marine, à faire des reportages là-dessus, aller des reportages à être à Singapour. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Juste vous arrêter 2 petites secondes là. Dans un navire de marine canadienne ou autre vers Canadienne. la Russie, vous êtes une personne humaine, d'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas peur quelque part? La peur ne vous Ça, saisit pas? on couvrait à ce moment-là les 300 ans de création de la marine de Russie. Pierre Legrand avait créé ça. Et la Russie avait invité plusieurs nations du monde d'envoyer des frégates. Et le Canada avait envoyé une frégate. Hmm. Et on est rentré dans le port de Saint-Pétersbourg par la rivière, par le golfe de Finlande, quoi. Et on était en séquence d'un Britannique, Italien, Espagnol, nous et Néerlandais qui se suivions. C'était toute une expérience. C'est C'était très vraiment chouette. impressionnant quand même, hein? C'est Ça, très impressionnant. et ça a été, et j'ai eu des moments radio fantastiques là-dessus parce que, ben, une anecdote, tiens. Au retour, on est au port à Helsinki, à Finlande, sur le pont avant, et ça faisait quelques jours que j'avais à bord un sergent je dis bien sergent parce qu'il faisait partie de Oui, l'équipe oui. d'hélicoptères et non pas un marin qui essayait d'avoir des nouvelles de chez lui. C'était en 96, il y avait eu un grand déluge au Saguenay. Il n'arrivait pas à avoir des nouvelles de chez lui. J'avais réussi par téléphone satellite à passer sur Montréal Hmm. et à donner à un collègue à Montréal, bon, le nom, le numéro de téléphone, Hmm. l'adresse, famille. Hmm. Et le lendemain matin, on est sur le pont avant. J'ai un petit appareil radio onde courte dans les mains et dans l'émission qui arrivait de Montréal, on avait un message pour ce sergent-là. On a parlé à votre famille, votre maison est bien, il n'y a aucun Waouh, problème et il n'y a waouh, personne qui était waouh. blessé. Et j'avais autour de moi, on était à Helsinki, en Finlande, et j'avais des marins qui pleuraient de bonheur autour de moi. Ah, Ça, j'ai eu l'impression de faire quelque chose de fort là, en radio. ce sont des expériences, on dirait, marquantes d'une vie, hein. Ah, ça, oui. Ça ne peut pas s'oublier, ça, hein. Ah, il y en a tellement. En Birmanie, devant une pierre tombale d'un équipage d'aviateurs canadiens de la Deuxième Guerre mondiale qui était tombé. Et j'avais à gauche de la pierre tombale
un membre de l'équipage qui suivait et à droite, un membre de l'équipage qui précédait. C'était 3 avions, celui du centre est abattu. Et ils sont là, les mecs, ils racontent ce qu'ils ont vécu. Moi, je n'ai pas dit un mot dans le reportage, là, hein? Sauf dire, messieurs, racontez. Et pendant 10 minutes que ça a duré, facilement, j'ai promené le micro comme ça et eux racontaient les derniers moments de cet équipage-là, et ils étaient 50 ans plus tard, près de la pierre tombale, quelque part près de Rangoon, en Birmanie. C'est fou! C'est C'est fou! quand même quelque chose d'extraordinaire, comment dirais-je, de Ouais. pouvoir voyager dans ces conditions et voyager, de vivre surtout ces types de moments absolument incroyables d'une vie et d'être en mesure de les rapporter tout en étant Mm. objectif et de garder son sang-froid. Ouais. Aussi, on est humain, je pense, on est humain. Et pendant ce temps-là, la vie chez nous au pays continue. Les gens Ouais. continuent de manger leur steak et leur hamburger sans aucun problème pendant que vous... mais c'est ça la réalité. Pendant que vous Ouais. voyagez un petit peu dans le monde. Mais tout de même, c'est un choix aussi que l'on fait. Et en fait, Ça a on vous été un sent choix. encore aujourd'hui très passionné par ce Ben, métier, tout n'est-ce ça, pas? ça me sert aujourd'hui à écrire des histoires un peu plus longues que des chansons Oui. et qui ne sont pas journalistiques. Comme avait dit Daniel Lessard quand il avait pris sa retraite, c'était un grand journaliste, animateur à la télé. Il disait, en fait, je pourrais écrire en me servant d'adjectifs. Les journalistes n'ont pas le droit d'utiliser ça. Je n'ai jamais été journaliste, comme je dis, j'ai toujours été un animateur, un saltimbanque, un raconteur d'histoires. Alors, je continue à raconter des histoires, mais elles sont peut-être un peu plus longues qu'une chanson de 3 minutes et demie, 4 minutes, ou qu'un topo d'une 30. Et là, c'est du 300 pages. Moi, j'ai connu un Raymond de Marteau qui était un dieu de la radio. On était là tous Ah, impressionnés, non, sincèrement, tous impressionnés à vous regarder faire vos émissions en direct pour yeux. Et c'était très tard le soir, là. C'était la nuit parce qu'on faisait des émissions 1 heure et demie, ouais, Radio-Canada le matin. internationales. Et cette voix-là, cette voix, on s'est dit, voilà un homme, c'est comme s'il a lui, il a ça naturellement. Dites-moi, je ne veux pas sortir en fait, du cadre de Ouais. cette petite interview, mais Mhm. je vais y revenir un peu plus tard. Mais quand même, je veux rester dans le cadre de, comment dirais-je, de votre ouvrage comme tel, de votre dernier bébé. Pourquoi est-ce que c'est important pour le grand public qui nous suit actuellement de pouvoir aller consulter cet ouvrage-là et avec le thème dont vous parlez, qui est un peu fictif quand même. Est-ce que c'est une manière aussi de nous distraire ou bien de nous faire sortir Carrément. un petit peu, je vais vous laisser répondre, de nous faire sortir un petit peu de cette réalité conjoncturelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et là, je vais vous embêter quand même comme journaliste, même si je sais que vous vous reposez tranquillement chez vous, dans votre beau petit coin avec votre belle petite famille, jolie famille. Dites-moi, il y a Ouais. deux éléments ici. Il y a l'élément dont je vais parler avec vous, parce que vous êtes quand même journaliste de Radio-Canada, quand même si vous vous présentez comme étant animateur, mais vous avez une expérience, oh là là, que nous savons tous. Dites-moi, premier élément, que pensez-vous de cette montée du nationalisme aujourd'hui au niveau des partis politiques québécois, où, comment dirais-je, la classe culturelle semble être un petit peu, comment dirais-je, l'objet d'un genre de monnayage quelque part dans les discours dans les deux partis, ça c'est mon point de vue. L'autre Mhm. point de vue aussi, et j'ouvre ma parenthèse, je la ferme très très rapidement, quand on parle ici de nationalisme et quand on parle ici de québécoisme, québécois, l'expression québécois, personnellement j'étais là et ce sont les artistes qui ont créé l'expression québécois et non le politique. Le politique s'en est servi, n'est-ce pas, pour le mettre dans le côté nationalisme comme tel. Donc les artistes devraient au moins le mentionner. Parce que moi j'étais jeune, j'étais au cégep et je suivais ça. Alors je pense que le côté artistique, le thème même, le concept québécois, rappelez-vous, ce sont les artistes qui l'ont créé. Et les gens du Parti québécois l'ont comme récupéré et tout le monde s'en sert. Bon, ça, c'est l'autre point. L'autre point, je vais terminer très, très vite, sur le plan à l'échelle internationale. On parle ici, vous avez fait des émissions à la radio qui portaient sur les questions internationales. On parlait beaucoup du Canada comme étant une puissance moyenne et non pas une puissance internationale au sens terme du terme, au sens propre du terme, comme les États-Unis ainsi que l'URSS. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le rôle comme tel du Canada dans l'échiquier international par rapport à la crise que nous vivons est-elle vraiment importante? Est-ce que pensez-vous qu'on a l'homme qu'il faut au Canada pour tenir tête à un homme comme Donald Trump? Je m'arrête là.
Oh, il y a de la viande dans cette Je vous question. embête, hein? Je vous embête, Non. hein? J'ai Raymond Desmarteaux. Prenez le temps, Bon, choisissez. Ma question est ouverte. la partie, je regarde ce monde aujourd'hui, tant au niveau des artistes par rapport à la relation avec les partis politiques et la prise en dans même mise dans certains cas d'activité artistique, euh, c'est une boucle qui se. Il faut réétudier l'histoire pour s'apercevoir que ça s'est toujours fait. Ça s'est fait partout. Ça s'est fait sous le nazisme. Ça s'est fait Oui. carrément aussi lors de la Révolution française. Oh Ça là. s'est fait lors de certaines révolutions ailleurs sur Terre où euh, l'art, dans toutes ses performances, qu'elles soient cinématographiques, chansons, poèmes, écriture, euh, ou encore penser tout simplement à Picasso, quand des nazis ont vu la toile magnifique Guernica et Oui, oui. on lui a demandé, c'est vous qui avez fait ça? Lui de répondre, non, c'est vous. Euh, Ah, et voilà. Alors, ça, historiquement parlant, c'est toujours ça. oui, Quant à la situation actuelle, dans ce monde-là, moi, j'ai toujours dit, depuis toujours, et je le vis depuis toujours également, de par le fait, par exemple, ma fille n'est pas mon enfant génétique, c'est un enfant que j'ai oui, adopté oui, en oui, Chine. oui, Je l'appelle ma québécoise pure soi. Bon, et par opposition pure laine, il ne faut pas se faire des murs plus hauts, il faut faire une table plus longue. oui, Essentiellement, on, on est tous de la même fibre. Et ça, j'y crois profondément. C'est un axe de vie depuis que j'ai commencé à penser. Alors, c'est vous dire. Comment faire face à ce président américain? J'aime l'approche, le soft power qu'utilise le Canada actuellement et les provinces. C'est sûr que de temps en temps, il y a une épine qui va sortir et tout, mais il y a une réaction très, très, très compréhensible pour l'Américain, c'est les sous, c'est le portefeuille. Ce oui, sont des gens qui ne vont plus aux États-Unis, des achats qui ne font plus de oui, produits américains. C'est ce qu'on fait, nous, ici. Et va-t-il comprendre un jour? La beauté de la chose, c'est que tout, tout géant au pied d'argile tombe tôt ou tard. Ça, ça s'est toujours vérifié. L'histoire est bel et bien là pour le prouver aussi. Quand on dit où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, où il y a parce que c'en est une, cette tâche dans l'histoire américaine, le pays qui a le plus grand nombre de lauréats de prix Nobel au monde, oui, oui, certaines des oui, plus grandes universités de la planète sont là. Le seul pays qui ne comprend pas le concept même d'aller chercher oui, un système de soins universel oui, pour oui, sa population, oui. ce pays-là, tôt ou tard, va émerger. Comment? Je ne sais pas. La Chine, il a fallu des centaines d'années pour émerger. Elle émerge d'une façon plutôt difficile, je dirais même chaotique par les temps qui courent, mais elle émerge, elle a émergé. Dites-moi, Monsieur Desmarteaux, je suis là et je suis encore une fois très content de vous avoir parce que vous avez voyagé, vous. Non seulement comme journaliste, mais vous avez vu le monde. Vous avez vu le monde, vous avez Oui. réfléchi, vous avez observé, vous avez échangé avec beaucoup de gens. Tout à l'heure, je vous entends parler de, comment dirais-je, votre réponse par rapport à, comment dirais-je, la manière dont les États-Unis, en fait, perçoivent un petit peu le monde. Vous avez mentionné la Chine aussi. Moi, je vais vous mentionner une courte phrase que j'ai pu percevoir on parle ici d'un Premier ministre français avec un Premier ministre chinois. Le Premier ministre chinois qui lui dit au Premier ministre français, vous savez, les connaissances académiques, les connaissances techniques, vous les cachez, vos connaissances, vous ne voulez pas les partager, alors que tout se partage. Vous savez, on y va tranquillement, on finira par découvrir ces connaissances et on va vous dépasser. Savez-vous pourquoi? Parce que nous allons travailler fort, nous avons toujours travaillé fort, alors que vous ne travaillez pas très très fort. Mais là, par rapport à, comment dirais-je, au Canada, qui
qui a toujours finalement travaillé avec les États-Unis. Rappelez-vous, depuis même avant Trudeau, on avait toujours travaillé, ça allait vers les États-Unis. C'est Trudeau qui a emmené la politique étrangère canadienne vers ce qu'on a appelé la diversification, c'est-à-dire vers l'extérieur. On a eu On l'Europe, parle on de a eu Trudeau l'Asie, père ici, et là. c'est ça. C'est On ça. a eu l'Amérique latine et l'Afrique, même si le Québec était là quelque part. Et rappelez-vous qu'avant 68, le Canada, c'était beaucoup plus ce qu'on a appelé le continentalisme, c'est-à-dire d'est en ouest, beaucoup plus. Oui. On n'allait pas vers l'international. Ce que Trudeau a emmené, je ne vais pas faire sa promotion, ce que Trudeau a emmené en 68, 70. Donc là, on a parlé de l'ouverture du Canada. Donc moi, je me dis finalement, quand on observe ces éléments-là, on se dit, mais tiens, c'est peut-être, j'ai tort, mais est-ce que Donald Trump a-t-il raison quelque part lorsqu'il décide que, écoutez, pourquoi est-ce qu'on va continuer à travailler en partenariat avec l'Europe continuellement, finalement aider au travers des différentes institutions européennes, alors que avant la Deuxième Guerre mondiale, il a été un débat. Les Américains ne voulaient pas intervenir à la Deuxième. Il a fallu peu à peu pour qu'ils interviennent. Mais on a constaté que ça a continué. La Deuxième Guerre est terminée depuis 1945. On est en 2025. Lui arrive, oh, on va freiner tout ça. Et là, ça énerve tout le monde. On dit, comme si ça devait être normal, que ça devait tout le temps rester comme ça. Lui, il secoue, dit non, écoutez, on a aidé pendant cette période-là. On ne va pas toujours aider là. Maintenant, on va travailler autrement. Donc, ça semble énerver un petit peu dans les gens. Et là, au niveau du Canada, ce que moi, je ne comprends pas, je me dis, mais tiens, mais le Canada savait cela. Il le savait, ça. Alors, comment se dit que ce n'est que maintenant que les entreprises canadiennes, tout le monde s'énerve, on se trompe parce qu'il y a un Donald Trump, alors que c'était prévisible qu'éventuellement, quel que soit le chef d'État qui serait là, il aurait dit « Stop ! La Deuxième Guerre, ça fait longtemps. Maintenant, on se démerde, on travaille différemment. » Alors, vous, en tant qu'observateur, là, je parle beaucoup. Là, j'ai un monsieur Desmarteaux aussi qui parle beaucoup, donc je vais me taire. Alors, je vais vous laisser causer. Dites-moi, vous, en tant qu'observateur, vous, en tant que spécialiste, en tant que journaliste quand même, vous avez vu le monde, vous observez tout ça. Quel est votre point de vue par rapport aux éléments que je viens de mentionner ici? Vous savez, l'entreprise, le gouvernement, le collège, l'université d'une certaine façon même, euh, souvent toutefois réagiront comme l'eau, comme le courant d'eau. L'eau prend le chemin le plus facile. L'eau est un serviteur magnifique, mais comme le feu est un terrible maître. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre là, à la dure, mais c'est ça. Certains États l'ont appris depuis et l'ont mis en pratique, ont corrigé des choses en pratique beaucoup plus rapidement que d'autres. Deux exemples me viennent en tête, le Botswana en Afrique et la Norvège en Oui. Europe. Et qui ont amené une autre dimension de ce qu'est être un être humain aujourd'hui dans le 21e siècle, avec le concert des nations, avec surtout l'interconnectivité tellement rapide qui est inouïe. Oui, Vous oui. envoyez un message à quelqu'un qui est à Lingala, qui est pas Lingala, pardon, en Lingala, mais Ah, qui est à Lingala, oui, Kinshasa, oui, et, la réponse vous revient dans la minute. oui. C'est ça aujourd'hui. Et puis, euh, par rapport à tout ça, la crainte de est-ce qu'il y a assez d'eau dans la piscine si je plonge fait rendre plusieurs personnes très, très, très nerveuses et préfèrent de se retrouver carrément à se retenir. Mais ça, on connaît. Ça c'est peut-être difficile, mais on connaît. On sait qu'est-ce qu'il y a là. En avant, on n'est pas trop sûr. Et puis, c'est risqué d'aller en avant. Alors que la quête, la recherche, lorsque penser avec sa tête et son cœur et non pas avec son portefeuille, la quête, elle, devient un bonheur immense dans la vie. Et je repense par exemple à Barack Obama, qui avait réussi à la fin de son deuxième mandat Oui. à aller à Cuba. Ça, il faut le faire. Un Ça, président américain, hein? ça. Et qui se promenait dans les rues de la Havane et qui, au téléphone, dans sa limousine, dans les rues de New York, avait parlé au guide suprême de l'Iran. Ah, ah, ah. Hein? Ouais.
C'est un Américain qui l'avait fait, Barack Obama. Il a osé, Tu sais. quel culot. Non, mais il a réussi. Mais réussir ces deux moments-là ont été travaillés pendant des années, des Oui, années, bah ouais, des c'est années. sûr, c'est sûr. Voilà. On en est là maintenant à se retrouver avec des gens qui préfèrent le retour en arrière et le retour vers l'opposition. Je pense, bon, bien sûr, Xi Jinping, Poutine, Oui, Trump, mais oui, aussi Orban en Hongrie. oui, oui, Je oui, pense aux oui. tensions qui se passent en Algérie par les temps qui courent ici. Oui. Euh, Et bien sûr, le terrible Soudan du Sud. Quel malheur. Quelle déchirure. Pour la plupart des afrocentristes, on dit toujours, voilà, ça c'est encore le fameux jeu des puissances occidentales dans le but de rééquilibrer, parce qu'ils perçoivent le continent comme étant un lieu où, comment dirais-je, où on peut aller chercher des matières premières à bon Ben marché. oui, Donc on ne c'est ça. voit pas les On humains prend. qui vivent, on voit les frontières, on voit le pays à partir des éléments géographiques, des satellites même. Et l'on détermine que, bon, si on enclenche une guerre ou quoi. Donc, les gens comprennent, on sait, parce que le monde évolue quand même. Mais on se dit, ben, écoutez, on va espérer que les choses vont évoluer quand même positivement, puisqu'il y a quand même des crises qu'on finit par résoudre. Je prends le crise à l'est de la RDC, ça va peut-être vous faire rire. Ouais. Avec le conflit près du Rwanda, c'est ça, oui. Je disais que ça va Ben, peut-être vous faire rire parce que nombreux, en fait, n'y croient pas, ah ben, malgré la signature qui a eu lieu ben, ça, la dernièrement signature à Washington. à- avec Trump, ce sont des signatures qu'on prend. L'encre, c'est plutôt du jus de citron, mais euh, je sais pas. C'est l'appât du gain qui est là toujours. C'est l'approche de- qu'on se mette dans l'imaginaire de Paul Kagame, dans ce qu'il a vécu, lui, en tant que Rwandais vivant en camp de réfugiés en Ouganda. Euh, Est-ce qu'il y a un fond de vengeance là-dedans et un désir d'aller chercher ce qui est à côté là, euh, juste dans le pays d'à côté, la RDC? Je ne sais pas, RDC mais je vais vous, qui a connu Mobutu pendant. je vais vous interrompre en m'emmenant vers ce terrain, mais je vais juste conclure cette partie parce qu'on va conclure notre petite interview pour OK, ouais. répondre par rapport à l'élément que vous avancez sur les intentions de M. Paul Kagame. Moi, je le synthétise par mon tout premier cours en relations internationales à l'UQAM. Je ne connaissais Ouais. rien en sciences politiques, j'étais tout nerveux, comme d'ailleurs mon premier emploi avec Radio-Canada International, dont vous étiez mon coach. Là aussi, j'étais tout nerveux. Vous savez, quand on ne sait pas, non, mais quand on ne sait pas se servir des différents logiciels et autres, surtout être à l'aise. Vous savez, être à l'aise devant un micro, c'est quelque chose. C'est quand même sérieux. Mais je me mets à la place de Paul Kagame. Et je me dis, ça me rappelle mon premier cours. Pourquoi? Parce que le professeur, on était dans les corridors de l'université, et avant d'entrer avec nos cafés, et le professeur écrivait au tableau. Et moi, je suis tout curieux. J'ai pu regarder au travers. Je vois, il est écrit relation interétatique égale rapport de force. Je ne connais rien dans ces concepts. Je n'ai jamais étudié là-dedans. J'ai rêvé du cégep. C'est mon tout premier cours en relation. Et là, on rentre dans la salle, je regarde, je dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ça, ce machin-là? Et là, il attaque, il dit, voilà, messieurs, c'est très simple. Les rapports entre les États, c'est comme avec les êtres humains. Là, j'étais encore absolument abasourdi. Il dit, c'est comme avec les êtres humains. Sauf que la différence, c'est que les humains, on peut les arrêter. Mais un État, un pays, tu ne peux pas l'arrêter. Donc s'il est plus fort que toi, t'es fait. C'est comme avec les humains. Alors, quand je regardais Et, ce qui se passe dans le monde actuellement, je me suis dit, et quand j'ai vu d'abord la crise ukrainienne, et surtout les raisons invoquées par Poutine, disant, écoutez, lorsqu'il y a eu cette histoire de perestroïka, je m'excuse là, mais l'Union européenne m'a niqué. Et donc, je reprends une partie de ce qui est à moi. Vous, quel est votre commentaire par rapport à cela? c'est c'est une roue, c'est un engrenage qui va prendre des générations à, à s'aplanir, à se, à se poser. On a un problème très comparable ici avec relation avec
avec les premiers peuples aussi. Oui, oui. Les Premières Nations, C'est comme on dans la dit. même famille. Vous savez, le continent américain n'a pas été découvert. Les Amériques ont été envahies, pas Ah, découvertes. ouais, C'est faux. ouais, Euh, ouais. le grand problème avec la Russie, c'est que le cœur même, le grand Rouge d'origine, c'est né à Ouais. Kiev. Alors, c'est de Ah, laisser partir ça, il n'y en a pas ah, question. ouais, Voilà, c'est ouais, ça. ouais, ouais, ouais. On remonte de 1000 ans d'histoire d'imaginaire collectif. Penser aux Serbes avec le Kosovo, même principe. Le Kosovo, qui est maintenant à 90% peuplé d'Albanais, mais c'est là qu'est née la Grande Serbie. Monsieur Desmarteaux, On se re- on aura pris beaucoup de temps. Comme c'est vous, c'est exceptionnel, on aura pris beaucoup de oh, temps. oh. On va terminer cette interview. On va juste rappeler à nos téléspectateurs le bébé, le titre même de l'élément que vous voulez nous présenter. Allez-y. Symphonie, sinfonia, quand les mots résistent aux mots, même le silence redevient musique. C'est un roman qui vient de paraître. On aurait les liens comme ça ici sur place aussi. Et j'ai eu quelques beaux salons récemment où j'ai pu présenter mes 3 autres livres aussi. C'est Et aux j'ai éditions, travaillé allègrement sur le 5e pour cette année. Alors, ça s'en vient. c'est aux éditions, on parle de quelle édition? C'est les éditions de l'Ardoyante, Ah, voilà. Donc, qui est ma maison d'édition. Monsieur Raymond Desmarteaux, encore une fois, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup. Bonne année, Mon très bonne cher Henri, santé. ça fait un grand plaisir, un grand honneur. Merci, à plus. Merci, merci, bye bye. Et voilà, madame, messieurs, Salut. restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.